Bonjour Florence Blatrix-Contat, merci beaucoup d'être notre invitée. Vous êtes sénatrice socialiste de l'Ain. On va évidemment longuement revenir sur le budget actuellement en discussion au Sénat. Mais d'abord, on commence par la une de la presse régionale. On en a sélectionné 3. D'abord, la une de Nice Matin. Les blouses blanches sonnent l'alerte. C'est inédit. Médecins libéraux, hospitaliers, paramédicaux seront en grève mercredi pour dénoncer un budget de la sécurité sociale qu'ils jugent dangereux pour l'avenir. La deuxième une, c'est celle de Ouest France. Budget, toujours. Faut-il réduire le nombre de fonctionnaires? Dans le cadre du budget, les parlementaires sont appelés à examiner les dépenses de l'État et face à la situation économique, faut-il tailler dans les effectifs de la fonction publique? C'est la question à la une du journal. Et puis la dernière une, c'est celle de la Dépêche Logement, ce que veulent les Français. À 4 mois des municipales, ils placent l'accès au logement au cœur du débat public et ont des attentes nombreuses pour les maires. De quelle une avez-vous envie de nous parler? Alors, de quelle une? La question du logement et de la santé sont absolument essentielles. Moi, je suis dans un département avec 2 métropoles voisines, la métropole lyonnaise, la métropole genevoise, et la question du logement est absolument cruciale dans mon département. Le prix du logement ne cesse de flamber, et lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, la question du logement est essentielle. La part des loyers ou la part des remboursements et des plus en plus importante dans le budget des ménages, et c'est vraiment un sujet dont il faut qu'on s'empare. Je crois que le logement est à l'arrêt depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, et je crois que ça doit être une des grandes causes, relancer le logement et surtout rendre le logement plus accessible. On va évidemment parler du budget avant de parler de ce qui se passe en séance ici au Sénat. Les socialistes seront à nouveau reçus aujourd'hui par Emmanuel Macron, notamment pour parler du budget de la sécurité sociale. Boris Vallaud, le patron des députés PS, dit « ça peut mal se terminer ». Comment on peut encore éviter que ce soit le cas ? Je crois que les socialistes, vous l'avez vu depuis septembre, sont à la recherche d'un compromis. Ça a été dit par Marie-Lise Léon. Un pays sans budget à la fin de l'année, ce serait catastrophique. On connaît tous la problématique de la loi spéciale qui reconduit à l'identique, qui oblige à reprendre les débats budgétaires. Les ordonnances ne sont pas une option pour nous parce que c'est l'exclusion du Parlement. Donc, il y a chez les socialistes la volonté d'aboutir à un compromis. Et pour faire un compromis, il faut être plusieurs à le vouloir. Et je crois que la balle est dans le camp de Sébastien Lecornu. Il avait annoncé la suspension de la réforme des retraites. La question du gel des prestations a été évacuée. Il y a aussi, encore pour les socialistes, la question du doublement des franchises médicales. C'est quand même pour nous aussi une ligne rouge. Donc vraiment, la balle est dans le camp. Il n'y a pas seulement la suspension de la réforme des retraites. Vous demandez d'autres choses. La question du doublement des franchises médicales est quand même essentielle. Ce sont nos concitoyens qui vont en faire les frais et nos concitoyens... Mais est-ce qu'à trop en demander, vous risquez pas de ne pas avoir le vote des LR qui disent finalement les socialistes, ils en demandent toujours plus? Non, écoutez, on est là pour protéger nos concitoyens. Si pour nos concitoyens, certains renoncent à se soigner, renoncent à acheter des médicaments, je crois que le compte n'y est pas. On a mais pour tout le monde, parce que Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, disait hier, il y a certaines catégories de Français qui peuvent se permettre de payer un peu plus cher leurs médicaments. Je veux dire, après, il y a la question du compromis et de ce qui sera débattu, mais là, clairement, la balle est dans le camp de Sébastien Lecornu. C'est vraiment à lui de faire les gestes et à sa majorité, parce qu'on voit bien que, davantage sur le PLF, sa majorité a été défaillante sur un certain nombre de sujets. Donc c'est son socle commun qui est devenu une plateforme de stabilité qui n'a plus grand-chose d'un socle ni de stabilité. Et je crois que vraiment c'est à lui, dans sa majorité et avec son ancien socle commun, de faire revenir les gens à la raison pour trouver un compromis. Que vous accepteriez qu'il utilise finalement le 49.3 ? Parce qu'hier, en lisant Boris Vallaud dans Le Parisien, on a l'impression qu'il ne ferme pas complètement la porte. Moi, je crois que le sujet, c'est pas le 49.3, c'est le fond des mesures. Il y a quand même un sujet autour du 49.3. Il y a quand même un sujet. Olivier Faure avait en effet indiqué comme condition que le 49.3 ne soit pas utilisé. Il faut quand même dire que... C'est une erreur ? Non.
Il faut quand même dire que les dernières années, le 49.3 avait été utilisé très tôt, que les débats budgétaires n'avaient pas pu se tenir. Cette année, on a vu quand même qu'il y a eu des débats budgétaires, qu'il y a eu sur certains sujets des compromis. On n'a pas complètement abouti sur le budget. Donc, avoir fait tous les débats budgétaires sans 49.3 à l'Assemblée, on a vu que ça a pu être utile. Maintenant, c'est la responsabilité du Premier ministre, ce n'est pas du tout la nôtre. Et on va parler de ce qui se passe au Sénat, dans l'hémicycle. Vous avez continué à débattre ce week-end du budget. La droite sénatoriale continue d'y imprimer sa marque. On va voir ça avec Alexandre. Le Sénat d'abord qui a débattu de la hausse de l'impôt sur le revenu prévue par le gouvernement. Et oui, on le rappelle, chaque année, traditionnellement, l'impôt sur le revenu est recalculé en fonction de la hausse des prix, du niveau de l'inflation. C'est une manière d'amortir ce choc de l'inflation pour les Français. C'est ce qu'on appelle l'indexation. Mais cette année, pour faire des économies, le gouvernement a décidé d'annuler cette indexation de l'impôt sur le revenu. Alors cela signifie un effort financier pour les Français. La majorité de droite sénatoriale a voté cette mesure d'effort, mais en excluant les plus modestes situés dans la première tranche de l'impôt sur le revenu, et pour éviter que 200 000 foyers modestes ne se retrouvent à payer l'impôt sur le revenu. Toujours sur cet impôt sur le revenu, on le rappelle, les retraités ont un abattement fiscal de 10%, c'est-à-dire qu'ils peuvent réduire de 10% le montant de leurs revenus imposables. Le gouvernement, là encore, pour faire des économies, voulait supprimer cet abattement de 10% et le remplacer par un abattement de 2 000 € pour tous les retraités. La majorité de droite du Sénat a maintenu l'abattement de 10% actuel, mais avec un montant maximal de 3 000 €, là encore pour centrer l'effort sur les retraités les plus aisés. Florence Blatrix-Gonta, ces mesures votées par la droite sénatoriale sur l'impôt sur le revenu qui permettent d'épargner les Français modestes et peut-être de centrer l'effort sur les Français plus riches, elles vont dans le bon sens ? Alors, déjà, rappeler qu'il y a quand même une différence d'appréciation entre les Républicains à l'Assemblée. Je crois que Laurent Wauquiez avait proposé le dégel total et au Sénat sur la première tranche. Alors évidemment, on peut se satisfaire que la première tranche soit épargnée. Nous, on avait souhaité un dégel un peu plus important, c'est-à-dire sur la deuxième et la troisième tranche. Là, en effet, 200 000 ménages ne rentreront pas dans l'impôt sur le revenu, mais pour les classes moyennes, ça aura des conséquences. Ils paieront davantage d'impôts sur les revenus. Et en revanche, Alexandre, la droite sénatoriale, elle n'a pas souhaité augmenter les impôts des ultra-riches. Ah oui, la gauche a proposé une nouvelle fois la taxe Zuckman, un impôt plancher de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Ça n'a pas été voté par la majorité de droite du Sénat. Les socialistes proposaient également dans ce débat un prêt obligatoire des 20 000 Français les plus riches, un prêt à l'État pour renflouer les caisses publiques à hauteur de 6 milliards d'euros dans les années à venir. Ce prêt forcé, il a été très critiqué avant les débats par le gouvernement, par la droite sénatoriale. Et donc, du coup, les socialistes ont retiré cet amendement avant même qu'il soit discuté. Alors, il y a eu dans ces débats budgétaires ce week-end au Sénat beaucoup de propositions de réforme de la fiscalité des ultra-riches, beaucoup de nouveaux impôts sur la fortune, des amendements venant de la gauche, mais également de certains sénateurs du centre et de la droite. Et donc, du coup, il y a eu un débat au sein de la droite sénatoriale sur ces nouveaux impôts sur la fortune. Écoutez le sénateur des Indépendants, Emmanuel Capus, qui était assez énervé des propositions de ses collègues. Vous vous êtes passé le mot. En fait, Barros, Kozik, Savoldelli, Montgolfier, Vermeillet, Girardin, Blatrix, De Marco, autant de propositions d'impôts nouveaux, c'est une compétition. C'est quoi, il y a un concours. Fallait nous prévenir, nous on n'est pas au courant, on nous a pas dit. Faut dire les règles du jeu. Le but, c'est de créer l'impôt le plus stupide aujourd'hui. Alors la gauche, elle est dans son jeu, c'est normal. Ils sont perturbés parce qu'il n'y a plus l'ISF. Mais les collègues, là, on fait quoi, là? On va pas recréer l'ISF, les amis. Enfin, on a des électeurs. Je veux dire, ça sert à quoi de voter pour des sénateurs de droite si c'est pour avoir l'ISF qui revient, les amis? Voilà, un débat animé au sein de la droite. Il y a de l'ambiance le samedi soir au Sénat en ce moment. Alors au final, sur cette fiscalité des plus fortunés, la majorité de droite du Sénat s'est contentée de réformer l'impôt sur la fortune immobilière actuelle pour exclure de cet impôt les biens immobiliers qui sont mis actuellement sur le marché locatif. C'est une mesure en faveur du logement. Et pour introduire dans l'assiette de cet impôt les crypto-monnaies, certains biens de luxe comme les yachts et puis des placements financiers comme le livret A. Florence Blatrix-Gonta, on a l'impression qu'il n'y a pas de compromis possible sur cette fiscalité des ultra-riches entre la gauche et la droite.
Non, évidemment, vous le voyez avec l'intervention de M. Capu, qui est un peu caricaturale, parce qu'on ne parle pas qu'à nos électeurs. Aujourd'hui, il faut un budget pour la France et pour tous les Français, et dans l'intérêt général de notre pays. Mais ce que j'observe, et j'ai une calculette depuis le début du PLF, la majorité sénatoriale a renoncé à plus de 6 milliards, 6,5 milliards de recettes, sans parler d'impôts nouveaux. Prenons par exemple la taxe sur les holdings, elle a été complètement, qui était une taxe visant à contourner l'optimisation fiscale de ceux qui cantonnent leurs revenus dans les holdings et qui finalement ne payent jamais d'impôts. Elle était évaluée par le gouvernement à 900 millions. Ils ont vidé sa base. Elle est évaluée aujourd'hui à 100 millions, donc moins 800 millions sur la taxe sur les holdings. Vous évoquez l'impôt sur la fortune immobilière qui a été transformé. Amélie de Montchalin a évalué cette transformation à un manque à gagner de 600 millions. Donc le Sénat s'est privé de 600 millions de recettes. La surtaxe IS qui n'est pas votée, je vous dis, la facture, c'est moins 6,5 milliards aujourd'hui de recettes. On va parler de la fiscalité des entreprises, puisque la majorité de droite du Sénat a profondément modifié, Alexandre, la fiscalité des entreprises prévue dans ce budget. Effectivement, le gouvernement prévoyait une hausse d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises qui ont fait des bénéfices, une surtaxe à hauteur de 4 milliards d'euros, mais qui a été supprimée par la droite sénatoriale. On écoute les arguments de la droite. La stabilité fiscale est l'un des premiers sujets de préoccupation des chefs d'entreprise. Tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés me disent la même chose lors des auditions. Il est quelque part incompréhensible que le gouvernement choisisse cette facilité de taxer les entreprises plutôt que de réduire les dépenses. Florence Blatrix-Contat, est-ce qu'on va aggraver l'incertitude économique actuelle avec de nouvelles surtaxes exceptionnelles sur les grandes entreprises? Alors, c'est une surtaxe sur l'impôt sur les bénéfices, c'est-à-dire quand les entreprises font déjà des bénéfices. Et il faut bien avoir en tête que ces dernières années, les dividendes ont explosé, et notamment de la part des grandes entreprises. Donc qu'on demande une année supplémentaire aux entreprises de contribuer davantage, je pense que ça ne pénalisera pas la compétitivité. La droite sénatoriale dit qu'il ne faut pas toucher aux impôts sur la production, on les a encore baissés avec la CVAE, mais il ne faut pas non plus toucher à l'impôt sur les sociétés des très grandes entreprises qui distribuent beaucoup de dividendes. Donc là, il y a manifestement, on va se dire les choses quand même, une droite revancharde qui est sortie du gouvernement par la petite porte et qui règle des comptes au Sénat sur ce budget. Je pense que la surtaxe IS est indispensable. Et d'ailleurs, elle avait été votée à l'Assemblée nationale à 6 milliards. Mais est-ce que cette droite avait empêché tout compromis sur le budget? Parce que Philippe Juvin, le rapporteur général du budget à l'Assemblée, il disait hier qu'un compromis était possible sur le budget de l'État en commission mixte paritaire. Ça vous paraît possible? Je crois qu'il faut que la droite sénatoriale, puisqu'on voit bien la différence entre la droite à l'Assemblée nationale et au Sénat, que la droite sénatoriale soit vraiment responsable. Elle nous parle tout le temps de responsabilité. Non, là, elle ne l'est pas. Abaisser, dans le contexte que nous connaissons, on sait qu'on doit trouver 120 milliards sur 5 ans pour stabiliser la dette. On sait que les impôts ont été baissés de 60 milliards par an depuis 7 ans, ce qui a contribué à cette situation. Abaisser les recettes, comme ils l'ont fait déjà, de 6,5 milliards, c'est irresponsable. C'est même une provocation. On va aller voir l'actualité dans votre région maintenant avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Lyon, on retrouve Colin Côte. Bonjour Colin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Radio Scoop. Colin, avec vous, on va évoquer un dossier industriel au cœur de l'actualité pour le département de l'Ain et particulièrement pour la commune d'Anglefort. Tout à fait, Oriane. Les 150 salariés de Ferroglobe à Anglefort sont au chômage partiel depuis le début du mois d'octobre. Alors Ferroglobe, c'est une société qui fabrique des ferro-alliages, notamment du silicium. C'est une matière indispensable dans la fabrication des panneaux photovoltaïques et dans la fabrication aussi des batteries de voitures électriques notamment. Sauf qu'évidemment, la concurrence est rude. Les producteurs asiatiques cassent les prix et la demande est en Europe en baisse. Alors Ferroglobe a annoncé la suspension la suspension de ces 3 sites, cette production de ces 3 sites en France pour 3 mois à Anglefort dans l'Ain et également donc en Savoie et en Isère. L'Union européenne a annoncé il y a 15 jours tout juste qu'elle allait imposer des mesures visant à limiter ces importations de ferro-alliages.
Alors, c'est pourtant suffisant pour faire face à la pression des marchés, notamment venus d'Asie. Et Colin, vous avez une question? Oui, tout à fait. Voilà, l'Union européenne a annoncé qu'elle allait imposer des mesures visant à limiter l'importation des ferroalliages. Alors, est-ce, à votre avis, Madame Blatrix, pour autant suffisant pour faire face à la pression des marchés, notamment venus d'Asie? Bah non, justement, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Parce que, en fait, Ferroglobe a 3 usines en Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'Ain, Savoie et Isère, qui fabriquent du silicium. Ils ont d'autres usines à Dunkerque, Loda. Et le silicium n'est pas un ferroalliage. Donc, il n'entre pas dans la clause de sauvegarde européenne qui a été adoptée le 18 novembre. Donc, il faut, pour ces 3 sites, trouver une autre solution. Donc, est-ce que c'est demander une clause de sauvegarde sur le silicium ou des droits anti-dumping? Parce que, vous l'avez très bien dit, on a des importations chinoises qui viennent à prix cassé. On a les États-Unis qui se sont refermés avec des droits de douane très élevés. Donc, il faut trouver une mesure et c'est pour cela que mercredi dernier, nous avons été conviés à l'initiative d'Émilie Bonivard, députée de Savoie, qui est conviée auprès de Sébastien Martin, le ministre de l'Industrie, de la direction de Ferroglobe, des syndicats et des parlementaires des 3 départements concernés pour évoquer justement les pistes pour trouver une solution pour la filière silicium, parce qu'il faut savoir que c'est une question de souveraineté. En Europe, il n'y a que la France, justement ces 3 sites, et un peu l'Espagne, qui fabriquent du silicium. Le silicium entre dans les semi-conducteurs, est utilisé dans l'automobile, est utilisé pour les batteries. Mais qu'est-ce que vous a dit le ministre? Vous êtes optimiste après cette réunion? On est optimiste. Je crois qu'on va être tous derrière le gouvernement pour trouver une solution, peut-être clause anti-dumping. Les solutions sont à l'étude, mais il y a vraiment une volonté d'avancer et je crois que... Transpartisane, là pour le coup, il y avait des parlementaires, députés, sénateurs de tous bords et on travaillera tous ensemble pour interpeller l'Union européenne pour qu'une solution soit trouvée en début d'année pour protéger cette filière. C'est une question vraiment d'emploi parce que c'est 400 emplois sur ces 3 départements et c'est une question de souveraineté pour notre pays. Merci Colin, merci beaucoup Colin Cotte d'avoir été avec nous, journaliste à Radio Scoop. Merci Colin. On va poursuivre l'actualité dans nos régions. Florence Blatrix-Contat, on va parler de l'eau potable. Et c'est d'ailleurs ce matin à la une de la presse régionale, la une de Corse Matin, l'eau du robinet qui fait l'objet de contrôles étroits, titre le journal. C'est un sujet sur lequel vous avez travaillé. Vous avez rédigé une proposition de loi sur la protection des ressources en eau potable et il y a plusieurs communes qui connaissent des difficultés, notamment avec leur eau du robinet. C'est le cas dans le Pas-de-Calais où on va se rendre. Bonjour Muriel Roussel, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire de Monchy-au-Bois dans le Pas-de-Calais. Juste expliquez-nous qu'est-ce qui se passe avec l'eau de votre commune. Allô, oui, bonjour madame. Nous avons été avertis que l'eau n'était pas potable, c'était samedi dernier. Et à ce jour, nous ne savons toujours pas d'où vient le problème. Alors nous avons distribué des packs d'eau aux habitants par 2 fois. En recommandant bien sûr surtout de ne pas boire l'eau, de ne pas se laver les dents avec, de ne pas cuisiner avec. Comment ça se traduit jusqu'à ce qu'elle a l'eau exactement? On ne sait pas. Puisque les analyses de l'ARS sont revenues par 2 fois, après je ne sais pas interpréter toutes les analyses bien sûr. Après on a accusé une usine, vous savez, Téréos, sucrière, enfin betteravière, tout ça. Mais c'est sûr et certain que ça ne vient pas de là non plus. Donc, nous faisons de toute façon, il y a encore des analyses en cours. Il y a la police de l'eau qui est intervenue. Enfin, on fait tout ce qu'il y a à faire. Mais à ce jour, l'eau est potable. Elle est redevenue potable. On est passé par un autre biais, quoi. Mais, comment dire?
on cherche encore la cause. Ouais, restez avec nous, Madame la maire, Florence Blatrix. On voit les problèmes, c'est pas la seule commune. Dans ce cas, dans plusieurs communes, effectivement, il y a des problèmes avec l'eau du robinet. Là, on ne connaît pas la cause, mais il peut y avoir des problèmes liés au PFAS. C'est le cas notamment dans certaines communes. Comment on explique cette multiplication et comment on fait? Est-ce qu'aujourd'hui, l'eau potable, de plus en plus contrôlée, peut aussi devenir de plus en plus un problème lié à la pollution? Alors, il y a deux types de problèmes. Il y a des problèmes quantitatifs à cause du réchauffement climatique, il ne faut pas le nier, et il y a des problèmes qualitatifs. Depuis les années 80, on a fermé 14 000 points de captage, c'est-à-dire l'endroit où on prélève l'eau, il en reste 33 000, mais vous voyez, on en ferme 100 par an. Donc on a vraiment un problème là aussi de conserver nos captages, et pour les conserver, il faut les protéger des pollutions, les protéger des pollutions industrielles, donc imposer des normes aux industriels, mais aussi les protéger des pollutions agricoles, nitrates, pesticides, savoir que certains pesticides contiennent des PFAS également. Donc c'était l'objet de ma proposition de loi. Il y a eu une directive, la directive de 2020 sur la qualité de l'eau, qui a été transposée par ordonnance, et le gouvernement n'a toujours pas pris l'arrêté sur les points de captage dits sensibles. Il serait environ 7700 qui présentent des problèmes de qualité de l'eau, et je crois qu'il n'y a pas de volonté d'avancer pour imposer vraiment une protection des captages. Le gouvernement est plutôt sur la base du volontariat, de plans d'action sur la base de volontariat. Ça ne suffit pas. J'ai déposé cette proposition de loi pour protéger le périmètre des captages, donc protéger la source où on prélève l'eau, que ce soit une nappe phréatique, que ce soit une rivière, mais ça va être vraiment indispensable. Il y a une proposition de loi transpartisane qui est dans les tuyaux, on y travaille avec des députés pour revenir sur cette protection de notre captage d'eau. Bien entendu, pas contre l'agriculture, mais avec l'agriculture, avec un accompagnement un accompagnement technique, financier, pour qu'ils puissent adapter leurs pratiques dans les zones, dans les périmètres des captages pour protéger notre qualité de l'eau. Muriel Roussel, c'est compliqué à gérer pour un maire quand il arrive un tel problème sur sa commune, un problème avec l'eau potable, l'eau du robinet? Moi, ça a été un sacré problème pour les 6 communes, enfin les maires des 6 communes concernées, forcément. On a eu beaucoup de questions, mais auxquelles on ne pouvait pas répondre, puisqu'on ne sait pas. Et je vous dis, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas de quoi ça provient. Alors, on peut incriminer une usine, enfin pas une usine. On peut incriminer les agriculteurs, mais enfin, on ne sait pas. On peut pas. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire. Bon, on suivra, on espère, vous nous avez dit, vous avez un peu contourné le problème, c'est rétabli, mais on espère que vous trouverez la cause de tout ça. Merci beaucoup Muriel Roussel, merci d'avoir été avec nous, maire de Monchy-au-Bois, c'est dans le Pas-de-Calais. On va terminer en parlant politique municipale dans l'Ain, notamment à Bourg-en-Bresse. Florence Blatrix, Comtaville socialiste depuis 2008, c'est Jean-François Debat, le maire. En face à lui, il aura une liste d'union des droites menée par un candidat Reconquête, avec sur sa liste des élus, notamment des Républicains ou de Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, je suis sidérée qu'une ville de mon département soit finalement le premier laboratoire de l'union des droites, et vraiment sidérée par l'attitude finalement des LR, puisqu'on a sur cette liste une tête de liste, en effet, qui est Reconquête, qui est dans les instances nationales Reconquête, mais aussi sur cette liste un vice-président LR du département, et c'est le silence absolu. Pas d'exclusion, pas de sanction, qui ne dit mot consent. Donc la droite départementale ne dit rien. Au niveau national, que fait Bruno Retailleau? Pour l'instant, le silence est assourdissant. Autre sujet d'actualité, un petit mot sur ce qui s'est passé ce week-end. Jordan Bardella qui a été agressé lors d'une séance de dédicace dans le Tarn-et-Garonne. Est-ce que vous condamnez cette agression? Toute agression doit être condamnée, bien entendu.
Ça pose la question de la protection des élus. Ça pose la question de la protection des élus. D'ailleurs, ça a été un des débats dans l'hémicycle lorsque on a adopté la loi sur le statut de l'élu. Je crois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'élus, y compris d'élus locaux. Moi, je le vois quand je rencontre les maires de mon département qui ont parfois des menaces, parfois des comportements agressifs de concitoyens. Et vraiment, je crois qu'il faut que l'on soit ferme sur ces sujets. Merci Florence Béatrix-Contat. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. On suivra évidemment l'examen du budget qui se poursuit au Sénat encore toute la semaine 15 décembre.